L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence, Monsieur Alamaye Alina, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Tchad. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, en raison des contraintes liées à l'agenda national, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et chef de l'État, qui a bien voulu prendre part à ces importantes assises des Nations unies, n'a pu effectuer le déplacement de New York. Il tient à exprimer ses sincères regrets pour cette absence et me charge de vous livrer son message qui réaffirme l'attachement du Tchad au principe du multilatéralisme et de la souveraineté des peuples. J'ai donc l'insigne honneur de donner lecture devant cette auguste assemblée du message du président de la République du Tchad, chef de l'État, et je cite: « Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, permettez-moi à l'entame de mes propos rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, source de sagesse et de force qui nous a permis de nous réunir dans un esprit de dialogue pour nous pencher sur les défis de notre temps et de notre monde, au premier rang desquels les questions de développement, mais aussi les préoccupations de paix et de sécurité internationale. Je tiens à adresser toutes nos félicitations à Madame Annela Baerbock, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale, pour son élection et l'assurer du plein soutien de mon pays dans l'accomplissement de son mandat. De même, je voudrais exprimer nos infinis remerciements à l'ambassadeur Philémon Yang, président sortant, pour sa brillante direction de la session précédente. Aussi, voudrais-je exprimer notre sincère appréciation et tout notre soutien au secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour ses efforts inlassables en vue de maintenir haut le flambeau du multilatéralisme incarné par l'ONU, dont la mission, voire la raison d'être, se trouve mise à rude épreuve par de nombreux défis de l'heure qui ne cessent d'assaillir de tous les côtés ce socle commun de l'humanité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant cette auguste assemblée avec le poids de l'histoire et la force d'une conviction profonde. L'Organisation des Nations unies, 80 ans après sa naissance, dans la douleur de guerre, doit aujourd'hui renaître dans la vérité de nos espoirs. Le thème choisi cette année, Mieux ensemble 80 ans, est pour la paix, le développement et les droits de l'homme, est plus qu'une célébration. Il est une interpellation, une invitation à réexaminer le rôle, la pertinence et surtout la légitimité politique et morale de notre organisation commune. Il serait injuste de nier les mérites historiques de l'ONU. Elle a contribué à préserver la paix mondiale, encadrer la décolonisation, faire progresser les droits humains et offrir un cadre de coopération multilatérale. Néanmoins, il convient de souligner que 80 ans après sa création, l'ONU reste encore loin d'avoir accompli les objectifs qui lui sont assignés par la Charte. En dépit des avancées indéniables relevées si haut, force est de constater que l'ONU n'a jamais autant déçu, notamment en raison de son incapacité à arrêter les conflits meurtriers qui continuent à faire rage dans plusieurs parties du monde. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, la défiance grandit. Parce que trop souvent, les décisions majeures de cette organisation semblent servir les intérêts de quelques grandes puissances au détriment des aspirations des pays du Sud. Parce que le Conseil de sécurité reste une structure figée, héritée de l'après-guerre, où l'Afrique, berceau de 5e de l'humanité, demeure exclue de toute représentation permanente. Parce que les mécanismes de sanction et d'intervention sont sélectifs,
et l'indignation semble parfois géographiquement conditionnée. Nous devons avoir le courage de le dire ici, sans détour. Les missions de maintien de la paix de l'ONU ont parfois failli à leurs promesses et à leurs devoirs. Que ce soit en Haïti, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo ou encore au Mali, les casques bleus ont été, dans certains cas, accusés d'inaction, voire de comportements contraires aux principes de l'organisation qui l'incarne. Comment comprendre qu'au lieu de protéger, certains aient été complices de violations? Comment expliquer qu'après des décennies de présence, des conflits persistent et même s'aggravent? Ces échecs, parfois tragiques, érodent la légitimité de l'ONU sur le terrain et dans les cœurs. Il est impératif que les opérations de maintien de la paix soient réformées en profondeur, évaluées de façon transparente et recentrées sur leur mission fondamentale, protéger les populations civiles. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, depuis plus de 7 décennies, le monde assiste impuissant à un drame humain et politique. Je vais parler du conflit israélo-palestinien. La situation à Gaza, marquée par des bombardements indiscriminés, des morts de civils par milliers et la destruction systématique d'infrastructures vitales, constitue un échec collectif de la communauté internationale. Il ne s'agit plus d'un conflit, il s'agit d'un scandale humanitaire et un défi moral sans précédent. La guerre larvée entre Israël et Iran, les tensions régionales et l'incapacité de l'ONU à imposer une solution durable mettent en péril non seulement la stabilité du Moyen-Orient, mais surtout la paix dans le monde. Tant que la justice n'aura pas triomphé à Jérusalem et à Gaza, il n'y aura pas la paix de conscience ici à New York. Tant que le droit international sera bafoué en Palestine, il sera affaibli partout ailleurs. Nous appelons, comme chaque année depuis des décennies, à la reconnaissance effective de l'État palestinien dans les frontières de 1967, la fin immédiate de colonisation illégale et une solution politique garantissant la coexistence des 2 États viables, libres et sécurisés. À ce titre, mon pays se félicite de l'adoption à une très large majorité de la déclaration de New York sur la Palestine du 12 septembre 2025, qui constitue une avancée historique et une étape majeure dans la quête d'une paix juste, globale et durable au Proche-Orient. Notre devoir collectif à partir de cet instant est de transformer une forte déclaration en acte concret et faire de l'espérance du peuple palestinien une réalité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans le monde du développement, l'ONU peine à susciter le grand sursaut collectif indispensable pour matérialiser la mise en œuvre des agendas internationaux, au premier rang desquels le programme 2030. À 5 ans de l'échéance fatidique, il va falloir mobiliser annuellement plus de 4 000 milliards de dollars pour combler le déficit de financement du développement dans les pays pauvres. À cet égard, l'engagement de ces villes constitue, à n'en point douter, la dernière chance pour passer de la parole à l'action en vue d'accélérer la mise en œuvre des ODD. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité internationale et du développement ou de l'action climatique, l'avenir du multilatéralisme auquel nous sommes tous attachés est mis véritablement en jeu. Il nous faudra pour cela un engagement sans faille, une détermination sans relâche et une action collective plus solidaire et vigoureuse dans la mise en œuvre des objectifs communs qu'on s'est fixés tels que l'agenda 2030, l'engagement de Séville, l'accord de Paris, le pacte pour l'avenir ou encore le plan d'action de Doha en faveur des paiements, le plan d'action d'Antigua et Barbuda pour les petits États insulaires en développement et le plan d'action d'Awaza en faveur des pays en développement sans littoral. Oui, la réussite de l'ONU sera aussi et surtout jaugée à l'aune de notre capacité collective à aider les pays vulnérables, tels que les pays africains et les pays en situation spéciale, à relever les défis afin que personne ne soit laissé de côté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en dépit des frustrations légitimes à l'égard de l'ONU, au vu des défis qui se démultiplient et qui se complexifient de jour en jour, il est également certain que jamais
le monde n'a eu autant besoin de l'ONU et du multilatéralisme, tant ces défis ne peuvent être appréhendés et traités qu'à travers la concertation, la coopération et l'action collective. Les aspirations du peuple du monde à une vie paisible, une planète saine, des opportunités équitables pour l'accès au bien-être et la prospérité dans le respect des droits humains de tout un chacun, y compris à vivre dignement dans une société équitable et en sécurité, ne peuvent être pleinement assurées qu'à travers le multilatéralisme. C'est donc à juste titre que l'engouement suscité par le pacte pour l'avenir et l'engagement de Séville sont la traduction parfaite de cette soif pour l'ONU. Celle-ci n'a donc pas le droit de décevoir ou de trahir les aspirations des peuples du monde. Nous n'avons pas le droit de faire cavalier seul et briser l'élan collectif. Bien évidemment, nous sommes pleinement conscients des turbulences que traverse le monde en ce moment en raison de la montée de réflexes unilatéralistes et des tensions géopolitiques. Dans ce contexte, que l'aide au développement connaît des coupes drastiques affectant considérablement les pays et les communautés les plus vulnérables, mais aussi frappant de plein fouet les opérations de tous les systèmes des Nations Unies. Des agences et entités de l'ONU ont cru devoir supprimer des services vitaux dont bénéficiaient les couches les plus vulnérables dans les pays et les contrées les plus fragiles. Des réfugiés, des femmes, des enfants, des malades, notamment du sida, se sont retrouvés du jour au lendemain privés de soins ou de services sans lesquels leur vie est en danger. Toutefois, il importe de souligner l'absolue nécessité de préserver les acquis en procédant avec minutie dans l'exécution de cette réforme afin de ne pas finir par porter un coup fatal à ce que l'ONU a de plus noble, l'assistance aux plus vulnérables. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la préservation et le renforcement du multilatéralisme que nous appelons de notre vœu passe également par la réforme tant attendue de la gouvernance mondiale. À cet égard, mon pays appelle à la mise en œuvre rapide de recommandations du pacte, notamment la réforme de l'architecture financière internationale et celle de l'ONU par l'amélioration des méthodes de travail et le renforcement de l'Assemblée générale, mais aussi et surtout la réforme du Conseil de sécurité dont l'urgence n'est plus à démontrer. Il va sans dire que s'il y a un organe qui cristallise toutes les frustrations, qui symbolise l'injustice, la politique des 2 poids 2 mesures et l'incapacité de l'ONU à répondre aux attentes des peuples, c'est bien le Conseil de sécurité. Il est inadmissible que l'Afrique, berceau de l'humanité, poumon démographique du monde et moteur stratégique du XXIe siècle, demeure marginalisée dans les hautes sphères de la gouvernance internationale. Cette exclusion n'est pas seulement une aberration politique, elle est une injustice historique. Elle doit être réparée sans délai. Depuis plusieurs années, l'Afrique revendique avec constance et dignité ce qui lui revient de droit. 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, assortis du droit de veto conformément au consensus des Ulwani. Ce n'est ni une faveur, ni une concession, c'est une exigence de justice et de représentativité et de cohérence. Le monde ne peut prétendre à la paix, à l'équilibre et à la légitimité tant que plus d'1 milliard d'êtres humains sont tenus à l'écart de décisions vitales pour l'avenir de la planète. L'Afrique ne demande pas la permission, elle affirme sa voix, sa vision et sa conviction. En Afrique, beaucoup partagent malheureusement la conviction que le monde fait preuve d'une certaine indifférence face aux malheurs des Africains et le Conseil de sécurité ne fait qu'assurer le service minimum. Souvent, ces multiples réunions consacrées aux problèmes du continent restent sans grand impact sur la situation des populations. Les faits pouvant attester ce sentiment ne manquent pas. Par exemple, 14 ans se sont écoulés et la Libye se trouve toujours dans l'impasse politique et repoussant ainsi la paix aux calendes grecques. Au Soudan, les populations civiles sont abandonnées à leur triste sort parce que le Conseil de sécurité n'a pas su ou voulu assumer sa responsabilité
en amenant les belligérants à une cessation des hostilités et à un règlement pacifique de leurs différends. Cette incapacité du Conseil des Nations Unies à jouer pleinement son rôle de garant de la paix et de la sécurité internationale est une raison de plus d'accélérer sans délai sa réforme pour l'adapter à la réalité du monde aujourd'hui et le rendre plus inclusif, plus représentatif, plus démocratique et donc plus efficace. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, dans un monde en perpétuelle mutation, où les interdépendances se multiplient et les défis transcendent les frontières, mon pays, le Tchad, réaffirme du haut de cette tribune une vérité fondamentale. La souveraineté des États demeure le socle de l'ordre international. La souveraineté n'est ni un privilège, ni une concession. Elle est un droit inaliénable inscrit dans la Charte des Nations Unies, qui garantit à chaque peuple la maîtrise de son destin, la libre détermination de ses choix politiques, économiques et culturels et le respect de son identité propre. Dans le concert des nations, chaque État est une note singulière qui enrichit l'harmonie mondiale. Aucun ne doit être réduit au silence. Aucun ne doit être contraint à l'uniformité. La souveraineté est la condition même du dialogue, de la paix et de la justice internationale. C'est pourquoi nous appelons à une gouvernance mondiale plus équitable, où les États du Sud, les nations émergentes, les voix longtemps marginalisées puissent pleinement exercer leur droit à la parole, à la décision et à la dignité. L'Afrique exige sa place dans la gouvernance mondiale. Les Nations Unies ne peuvent plus se contenter d'aménagements politiques. Une refonte institutionnelle profonde et équitable s'impose. Madame la Présidente, mon pays, le Tchad, au cœur de l'Afrique, à la fois témoin et acteur pour la paix et la sécurité. Il est à la croisée de tous les défis contemporains, sécurité, humanitaire, climatique et aussi d'immenses espoirs de renaissance. Notre pays fait face à une menace persistante du terrorisme qui déstabilise la région du bassin du lac Tchad. Face à la secte Boko Haram, le Tchad n'a reçu aucun soutien extérieur et a dû affronter seul le poids de la lutte. Ce sacrifice du Tchad accompli souvent dans l'ingratitude témoigne de l'engagement de notre pays pour la paix et la sécurité sous-régionale. Il est temps que la communauté internationale reconnaisse cette réalité et s'engage résolument dans la lutte contre le terrorisme et le soutien à la paix en Afrique et au-delà. Au-delà de la sécurité, le Tchad fait face aux effets dramatiques de dérèglement climatique. Avancée du désert, sécheresse et catastrophes naturelles affectent notre sécurité alimentaire et compromettent notre développement. Nous appelons à une solidarité accrue pour l'accès équitable au financement, aux technologies vertes et aux vaccins indispensables pour bâtir des sociétés résilientes et justes. Dans ce contexte, il est urgent de renforcer les efforts de préservation de notre écosystème, notamment autour du bassin du lac Tchad, dont le rétrécissement menace directement la vie de millions de personnes. Le Tchad et bien des pays d'Afrique n'émettent presque pas de gaz à effet de serre, mais payent un lourd tribut à une crise qu'ils n'ont pas causée. C'est pourquoi nous appelons à une gouvernance mondiale plus équitable où l'Afrique exerce pleinement sa place légitime. Nous plaidons pour une justice climatique effective et un accès équitable au financement, aux technologies vertes et aux vaccins. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, le Tchad est un pays connu. Le Tchad, ayant connu une histoire politique mouvementée et vivant dans un environnement sous-régional marqué par les crises, conflits et guerres, et constamment exposé au risque de ces fléaux, est sorti de cette transition la tête haute. Une fois de plus, notre pays a su déjouer les pronostics les plus pessimistes en menant à bon port sa transition dans un climat apaisé empreint de dialogue, d'ouverture large, qui a prévalu du début jusqu'à la fin de ce processus. Je tiens du haut de cette tribune à rendre grâce à Dieu et un hommage au peuple tchadien qui a rendu possible cette réussite inédite. Nous remercions nos partenaires, en particulier l'ONU, pour leur accompagnement déterminant. Grâce à cet appui multiforme, le Tchad a pu franchir une étape majeure vers la gouvernance démocratique.
Je suis confiant que mes compatriotes continueront avec cet élan et ensemble, nous allons gagner le combat que nous avons engagé dans l'après-transition, à savoir poursuivre le dialogue et la réconciliation nationale, consolider la paix et l'unité nationale, défendre notre territoire et à relever le défi du développement socio-économique. Toutes ces actions sont ancrées dans le programme politique sur la base duquel j'ai été élu en mai 2024. Dans ce sillage, le gouvernement vient d'adopter le nouveau plan national de développement pour la période 2025-2030 intitulé Tchad Connexion 2030. Axé autour de 4 domaines d'intervention, le Tchad Connexion 2030 vise à opérer une mutation systémique et en profondeur de l'économie et de la société tchadienne. Enfin, de réaliser cet ambitieux programme, le Tchad prévoit de mobiliser 30 milliards de dollars US, dont 46 d'investissements attendus du secteur privé. Je voudrais profiter de cette tribune pour inviter tous nos partenaires à la table ronde de mobilisation des ressources prévue les 7 et 8 novembre 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. En ce qui concerne la situation au Soudan, le Tchad exprime sa profonde préoccupation face à la guerre qui dévaste ce pays et qui affecte toute la région, avec des conséquences humanitaires, socio-économiques et environnementales et sécuritaires incalculables. Sur le plan humanitaire, par exemple, la situation à l'est du Tchad est alarmante. Mesdames et messieurs, l'impact de cette crise sur les populations hôtes est également considérable. Aujourd'hui, le nombre total de réfugiés au Tchad, de Soudanais et de retournés, ont atteint 2 millions de personnes, dont plus d'1,5 million sont arrivés depuis 2023. À l'est, à l'ouest, au sud, dans plusieurs villes et villages, les réfugiés soudanais, nigérians et camerounais dépassent la population locale, sans compter les milliers de personnes déplacées internes, malgré un coût environnemental et humanitaire écrasant. Par ce sens de devoir humanitaire et fraternel, nous continuerons d'ouvrir nos portes pour accueillir nos frères et sœurs soudanais en détresse fuyant les affres de la guerre. Mais nous ne pouvons supporter seuls le lourd fardeau de l'urgence humanitaire. J'en appelle une fois de plus à la communauté internationale pour venir en aide à ces personnes démunies et assister le Tchad en vue de faire face à ces défis. Sur le plan humanitaire, la poursuite des hostilités au Soudan ne fera que prolonger les souffrances des populations civiles soudanaises et aggraver la situation humanitaire dans les zones de combat ou dans les pays voisins tels que le Tchad, qui continue de voir affluer chaque jour les réfugiés. Le Tchad déplore que les nombreux appels à un cessez-le-feu n'aient pas été entendus et exhorte les parties à cesser immédiatement les hostilités, faciliter l'accès humanitaire et renouer le dialogue politique. Nous sommes convaincus que la crise actuelle au Soudan ne saurait être réglée par les armes, mais plutôt par la voie pacifique à travers un dialogue intersoudanais inclusif, en vue de parvenir à une paix durable. Le Tchad, qui observe une position de neutralité stricte et constante dans le conflit en cours au Soudan et qui a toujours soutenu les efforts de paix dans ce pays, réaffirme son attachement à la paix au Soudan et sa disponibilité à contribuer à toute initiative visant à promouvoir le dialogue entre les protagonistes pour mettre un terme à cette guerre qui n'a que trop duré. S'agissant de la situation en République centrafricaine, le Tchad se réjouit de la dynamique positive d'ancrage de la paix, de renforcement de la réconciliation nationale et de progrès socio-économique en cours dans ce pays frère et voisin. Nous saluons la politique de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président Faustin Archange Touadéra, ayant permis le retour au bercail d'anciens rebelles grâce à la médiation que le Tchad a eu l'honneur de mener. Nous réaffirmons l'attachement du Tchad à la paix et à la stabilité en République centrafricaine, avec laquelle nous sommes liés par un destin commun et tenons à retirer notre disponibilité à ne ménager aucun effort en vue d'appuyer la paix et la réconciliation entre les frères centrafricains. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au-delà de notre région, l'Afrique dans son ensemble demeure ce continent qui cristallise toutes les attentions, en prise avec les crises cycliques par endroits et marginalisé dans les instances de gouvernance mondiale. Si l'ONU
veut survivre aux prochaines décennies, elle doit redevenir la maison des peuples, pas celle des puissants. Elle doit parler aux jeunes du Sahel, aux maires de Gaza, aux agriculteurs de l'Amazonie, aux déplacés du Soudan, aux réfugiés de l'Ukraine ou de Birmanie, avec une seule voix, celle de l'humanité partagée. Mieux ensemble, cela signifie reconnaître nos échecs pour mieux les surmonter. Mieux ensemble, c'est admettre que personne n'a le monopole de la vérité ni celui de la douleur. Mieux ensemble, c'est enfin bâtir un système international où chaque nation compte et où chaque vie humaine a la même valeur. Nous appelons l'ONU à retrouver son âme, sa parole et sa puissance morale. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, le Tchad croit à la paix, le Tchad croit en l'ONU, mais plus encore, le Tchad croit à l'humanité, parce qu'il en est le berceau, parce que nous sommes convaincus qu'ensemble, unis dans la diversité, nous pouvons relever les défis de notre temps, changer le monde, partager les droits fondamentaux, faire prévaloir la paix et assurer un développement durable pour tous. Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. On behalf of the Assembly. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Tchad.